Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à cette émission, dans cette nouvelle édition de l'émission Regard sur l'Afrique. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre chaque semaine, sinon chaque fin de semaine. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, nous allons commencer ou bien nous allons aborder le football. Et vous savez, depuis ce jeudi 11 juin, la Coupe du Monde, la 32e édition de la Coupe du Monde a débuté avec 48 pays, dont 10 pays africains. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui tourne autour de cette Coupe du Monde. Mais, comme vous le savez, nous allons porter notre regard africain, voilà, le regard de l'Afrique sur cette Coupe du Monde, sur tout ce qui se passe avec les nations africaines par rapport à cette Coupe du Monde. Et comme toujours, je suis avec le confrère Anissé pour cet échange. Bonjour, chers confrères, bienvenue dans Regard sur l'Afrique. Bonjour Prudence, merci encore une fois de m'avoir convié à cette émission et c'est toujours un plaisir moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est tout ce qu'on souhaite. Comme je le disais tantôt, la Coupe du Monde a débuté ce jeudi, on juin donc, avec en ouverture le match Mexique-Afrique du Sud qui s'est soldé par la victoire 2-0 du Mexique. Eh bien avant le début de cette compétition, nous avons appris ou bien suivi beaucoup de polémiques autour de cette compétition, plus précisément le refus de visa par ici, le comment ce qui s'est passé avec l'équipe sénégalaise sur le tarmac. Eh bien, nous allons aborder tous ces sujets avant d'entrer dans le vif du sujet. Ma première question pour vous, tout de suite, est de savoir quel regard, n'est-ce pas, vous portez sur cette Coupe du Monde de façon générale et voilà, du côté des pays africains qui y participent surtout. Bon, depuis quelques années déjà, la FIFA a adopté un mode un peu, je dirais, qui n'existait pas dans le passé, de confier l'organisation de la Coupe du monde de football à plusieurs pays, deux ou plus de deux. Et actuellement, il se fait justement que l'organisation a été confiée à trois pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et donc, ça veut dire que c'est un peu, ça sort un peu du normal. Ces trois pays, on ne leur reproche pas de ne pas avoir organisé la compétition comme il le faut, mais ce qui est nouveau, ce qui est anormal, c'est qu'il y a une sorte de politique politicienne qui est apportée à l'organisation de cette Coupe du Monde, notamment de la part des États-Unis. Lorsque justement la FIFA a confié l'organisation de cette compétition à ces trois pays, l'administration qui était en place aux États-Unis n'est pas la même que l'administration qui est en place maintenant. Mais ce qu'on est en train de voir effectivement, c'est qu'il y a des questions de politique internationale qui interviennent dans l'organisation de cette compétition. Donc, je pense que pour répondre à la question que vous me posiez, c'est ça qui sort de l'ordinaire, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une compétition qui est une, une fête, parce que le football normalement est une fête, euh, une communion mondiale pour que les gens se sentent à l'aise, en harmonie. Au lieu de cela, justement, on voit des problèmes peut-être que nous allons évoquer qui n'étaient pas visibles dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe du Monde dans le passé. Les tensions autour de ce mondial 2026 sont beaucoup plus liées voilà, euh, à l'obtention des visas américains
pour les supporters, aussi bien pour les journalistes que les délégations africaines. Et moi, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est, je ne sais pas, j'ai essayé de fouiller, je n'ai pas vu l'intervention de la CAF par rapport à cette situation qui se pose, qui concerne le refus de visa. Et également, bien sûr que la FIFA a dit que, bon, voilà, pour ce qui concerne l'autorisation d'accès au pays organisateur de ces compétitions, ça ne l'engage pas, voilà. Mais la CAF n'a pas réagi. Même les pays africains, je vais dans ce sens parler des chefs d'État, personne ne réagit par rapport à tout cela. Quelque part, ne donnerait-on pas raison à ces pays-là de l'AES qui sont depuis un certain moment dans la réciprocité? Une fois que vous nous faites quelque chose, automatiquement, nous aussi, voilà, c'est la réciprocité en ces pays. Est-ce on ne serait pas d'accord avec ces pays-là aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe et voilà, le silence, face à ce silence de tous ces dirigeants africains qui ne disent rien par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Bon, normalement, en droit international, la réciprocité est une règle. Oui, Quand on signe une convention entre deux pays, ou disons sur le plan multinational, disons bilatéral ou multilatéral, quand on signe une convention, la règle même, la condition pour que moi, je respecte ce que nous avons signé, c'est que vous aussi, vous respectiez ce que vous avez signé. Les tout à fait. engagements sont réciproques. La réciprocité, donc, est une règle. Donc, je donne raison à ces pays de l'Alliance des États du Sahel. Ne pas le faire, c'est justement, se soumettre sous le joug d'autres puissances, alors que ce n'est pas ça le droit international, puisque normalement, c'est l'égalité qui prime. Même si c'est peut-être théorique, dans les faits, c'est autre chose. Mais est-ce que peut-être ce à quoi vous faisiez allusion, le refus de visa, euh, vous vouliez peut-être parler de cet arbitre somalien qui a été refoulé quand il a voulu entrer aux États-Unis. Oui, exactement. Au-delà de l'arbitre également, il y a les supporters auxquels on refuse de donner, d'accorder le visa. Par contre, pour l'arbitre, il a quand même reçu son visa. Une fois arrivé à l'aéroport, c'est là qu'on lui dit que voilà, il ne peut pas rentrer sur le territoire américain. Bon, pour le supporter, peut-être, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que ce ne sont pas des acteurs. Tout à fait. Mais ce qui est de Monsieur Omar Artan, cet arbitre somalien, Oui, qui devait normalement être un des acteurs, puisque cette compétition planétaire est faite des acteurs. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs, il y a d'autres personnes qui interviennent dans la logistique, mais il y a aussi, surtout les arbitres. Ce sont des acteurs. Et l'histoire retiendra que lorsque cette compétition planétaire, qu'est le mondial de football, fut organisée aux États-Unis, le pays a refusé l'accès à son territoire à l'un des acteurs. Ça veut dire que c'est une sorte de sabotage. Il y a bien sûr la FIFA qui est l'organisation qui chapeaute cette compétition. C'est la Fédération internationale de football. Mais bien sûr, c'est la FIFA qui a confié l'organisation de cette compétition aux trois pays que je citais tout à l'heure, dont les États-Unis. Et donc, il est anormal que ces pays, donc, qui ont sollicité l'organisation et qui ont vu leur demande, qui a vu la FIFA accéder à leur demande,
lorsque le moment de la compétition arrive, un des pays décide de boycotter la compétition parce qu'on ne peut dire rien d'autre que du sabotage. Nous Oui, avons organisé une compétition, nous envoyons des acteurs et vous refusez d'accueillir certains des acteurs. C'est quand même grave. Mais peut-être avant d'entrer dans le détail pour cette affaire, pour cette histoire, je dirais que pour cet arbitre somalien qui s'appelle Omar Artan ou Altan, il oui, peut dire merci aux États-Unis. Parce que moi, avant cet incident, je ne le connaissais pas du tout. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de lui. Tous les médias du monde entier parlent de lui. Il est devenu très célèbre. Avant cet oui, incident, je ne connaissais pas du tout cet homme. Et puis, quand il est rentré dans son pays, vous avez vu, après être refoulé du territoire américain, quand il est arrivé chez lui, à Mogadiscio, il a été accueilli en héros. À l'aéroport, il a été accueilli par le ministre des Sports. Par après, oui, j'ai vu que il a été reçu en audience par le président Mahmoud lui-même, le président de la République. Et puis, je viens de voir tout à l'heure que l'UEFA lui propose d'arbitrer la finale de l'UEFA cette année, ce qui est quand même un privilège hors du commun. Il oui, paraît que le Canada lui a ouvert les portes, puisque justement le Canada également est l'un des trois pays organisateurs. L'homme est devenu très célèbre. Il est devenu un héros. Parce que justement, les États-Unis ont refusé son entrée sur leur territoire. Il peut dire merci aux États-Unis. Mais cela n'efface pas le tort du pays en question, les États-Unis. voilà, L'injustice, voilà, plus l'on fait subir. Parce que, comme je le disais justement, ça devait être l'un des acteurs de cette compétition et ils lui ont refusé l'entrée. Et ce qui est grave, justement, c'est que ils n'ont pas refusé à l'homme l'entrée sur le territoire américain. Ils ont pris cette décision parce qu'il est somalien. Et d'ailleurs, tout c'est pour à fait. cela que dans son pays, il a été accueilli comme un héros. Il a montré au monde entier, en fait, que l'administration qui est en place aux États-Unis est une administration qui ne respecte pas les normes internationales. C'est ce qu'il a prouvé au monde entier sans rien faire, tout simplement parce qu'il voulait faire son métier. Il a été invité de façon normale. Il a reçu un visa en bonne et due forme par les services consulaires des États-Unis et il devait normalement être où il devait être. Et ça n'a pas été possible parce que l'administration américaine, justement, a pris une décision qui, aux yeux du monde entier, n'est pas justifiée. Mais vous parliez de la réaction des pays africains. C'est ça, C'est que, en réalité, ce qui s'est passé, l'octroi des visas, l'entrée sur la permission d'entrer sur le territoire, ça relève de ce qui est appelé communément des actes de gouvernement. Or, des actes de gouvernement ne sont pas susceptibles d'appel. On ne peut pas les attaquer en justice. Et c'est pour cela que ça a mis en embarras les pays africains et d'autres pays d'ailleurs, parce que c'est très difficile de critiquer la décision d'un pays prise souverainement dans le cadre justement de ses missions régaliennes. C'est ça qui cause des difficultés et c'est très compliqué de réagir à cette histoire. Mais quand vous essayez de voir, la réaction est mondiale, l'indignation est unanime. C'est pour cela justement que l'UEFA propose à cet homme de venir arbitrer en Europe
C'est pour cela que le Canada lui a ouvert les portes. C'est qu'il y a une indignation générale. Parce que ce qui a été fait sort de l'ordinaire. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas à l'homme qu'ils ont fait subir cette injustice, c'est tout simplement parce qu'il est ressortissant somalien dans le cadre justement de cette politique consistant à établir une liste des pays qui, dont les ressortissants ne pourront pas fouler le sol des États-Unis, ce qui est injuste, puisque vous ne pouvez pas traiter tout un pays comme des gens irrecevables. Ça ne cadre pas avec les principes même du droit international. Et ça, c'est malheureux. C'est pour cela qu'on a assisté à une sorte d'indignation sur le plan international. Oui, nous avons assisté à des indignations, mais c'est beaucoup plus au niveau des populations, bon, que ce soit africains ou d'ailleurs, mais les dirigeants, les gouvernants, que ce soit footballistique ou voilà, les chefs d'État, bien des gouvernements, on n'a pas véritablement vu des sorties ou bien voilà, des, comment dire, j'ai envie de dire, de ces indignations-là de leur part. Ils n'ont pas condamné en tant que tel l'acte, certes, au retour du pays voilà, du Somalien, de la Bite, quand on prend son exemple, peut-être, oui, mais avant tout ça, il n'y a pas d'unanimité du côté des gouvernants. Comment est-ce que vous comprenez cela? Est-ce de C'est la ce que je peur? dis. Ils ont peur des Non, non, c'est ce que États-Unis? je disais tout à l'heure, c'est que justement, c'est un acte de gouvernement. Il est très Oui, difficile pour un pays de critiquer la décision d'un autre pays prise dans le cadre de la souveraineté nationale. Parce que ça ressort justement de la sécurité des États-Unis. Et si les États-Unis disent, nous n'accueillons pas cette personne pour des raisons de sécurité, encore une fois, l'acte de gouvernement ne se justifie, ne se motive pas. On ne motive pas une décision qui s'inscrit dans le cadre d'un acte de gouvernement. Lorsque vous allez demander un visa, disons que vous voulez aller en Chine et que l'ambassade de Chine vous refuse le visa, vous ne saurez jamais pourquoi. C'est une décision qui oui, n'est jamais motivée. On vous marque dans votre passeport visa refusé. C'est tout. On ne, oui. ça ne, on ne motive pas une telle décision. C'est un acte de gouvernement. C'est un acte qui relève de la souveraineté nationale. Et donc, puisque tous les pays du monde peuvent prendre toute une série de mesures qui rentrent dans ce cadre-là, il est très difficile lorsqu'un pays a pris cette décision, même injuste, il est très difficile pour un autre pays de critiquer ouvertement ce qui a été décidé. C'est dans le cadre de la souveraineté nationale. Mais ce que vous disiez justement tout à l'heure, très exactement, très juste, c'est que ça peut se jouer de façon souveraine, de façon réciproque. Ça veut dire peut-être que si demain, enfin, pour les pays africains, c'est compliqué pour des raisons que l'on connaît, mais normalement, ça devrait être réciproque. Et si demain, peut-être, il y a des Américains qui veulent aller en Somalie, que la Somalie, ils lui refusent le visa. Vous savez, quand les États-Unis ont établi cette liste des pays africains, consistant à dire des- les ressortissants de tels pays ne pourront bénéficier de visa d'entrée aux États-Unis, il y a des pays africains quand même qui ont pris des mesures similaires, dont notamment le Niger, si je me souviens bien, mais également le Tchad. Ils ont Oui. dit, puisque vous avez pris cette décision, nous aussi, nous prenons la même décision. Ça veut dire aucun Américain ne pourra entrer sur le territoire du Tchad. Et puis après, peut-être, il y a des exceptions où c'est une façon de mettre de la pression sur le partenaire pour qu'il revienne sur la décision qu'il a prise ou qu'on puisse discuter, négocier et voir un consensus acceptable pour toutes les parties.
Alors, en ce moment, c'est bien vrai, ce que vous avez évoqué, c'est une décision de gouvernement et tout ce qui va avec. À votre place, vous l'avez bien sûr évoqué, peut-être dans les jours à venir, on assisterait peut-être à la réciprocité pour certains citoyens euh, américains qui voudraient fouler le sol africain. Peut-être si, peut-être pas. Mais dans tout ça, ne voyez-vous pas la faiblesse hein, de l'Afrique, sinon de nos pays africains? Euh, on, on- on montre à chaque fois notre faiblesse vis-à-vis j'ai envie de dire, de l'Occident ou entre griffes hein, de l'homme blanc. Vous ne voyez pas cela dans ce sens? Est-ce que, par exemple, si c'était en Afrique que cela s'est produit, euh, tout de suite, vous verrez que on fera sortir des communiqués ou bien il y aura des sanctions par-ci, par-là, même que ce soit des pays européens ou les États-Unis même, on sanctionnerait forcément ce pays-là qui aurait posé cet acte que, voilà, les États-Unis ont posé. Mais comme c'est l'Afrique, voilà, tout le monde se tait, on ne dit rien. Vous ne voyez pas que ça démontre à suffisance la faiblesse de l'Afrique. Ouais, Et pour continuer dans ce sens, et si c'était possible, vous, à la place de ces pays, est-ce que vous aurez préféré que vos équipes rentrent, ne participent plus à la compétition sous forme de boycott? non, peut-être que ce serait démesuré tout de même comme réaction. Mais vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Somalie lorsque cet homme est rentré chez lui. D'abord, le pays a organisé un accueil triomphal, chaleureux, comme c'était quelqu'un de héros. Mais également il a été reçu par le chef de l'État lui-même. En soi, c'est une réaction. C'est une réaction pour montrer aux États-Unis que la décision qui a été prise n'était pas la bonne, que c'est une décision injuste et qui ne respecte aucune règle du droit international. Je pense, même sans sortir un communiqué, la position de la Somalie est de condamner, sans le dire, de façon absolue, ce que les États-Unis ont fait. Ça, c'est un point. D'autres pays n'ont pas réagi en public, mais je pense que en privé, tout le monde sait que ce qui s'est passé n'est pas vrai. Parce que justement, on ne critique pas des actes de gouvernement. Et vous avez vu même la FIFA. La FIFA qui a sorti un communiqué disant que la FIFA n'intervient pas dans les affaires d'octroi de visa ou d'accueil des étrangers sur le sol d'autres pays. Ah Justement, oui, oui. c'est une position officielle. Mais on sait qu'en coulisses, justement, si cet homme va être accueilli au Canada pour certains matchs de cette compétition, si l'Europe l'invite à arbitrer la finale de l'UEFA, c'est une façon également de montrer aux États-Unis qu'ils soutiennent fortement cet homme qui n'avait fait rien de mal en se rendant à cette compétition à laquelle il avait été invité, puisque justement, c'était un arbitre professionnel. Et donc, ce sont des réactions mitigées, faites de façon indirecte. Mais si vous dites que les pays africains ont montré une position de faiblesse, on le sait déjà, hein, c'est une réalité. Mais dans cette histoire, justement, il était difficile de sortir des communiqués, puisque ça relève de la souveraineté d'un pays partenaire. Peut-être si ça avait été fait par un pays africain, les réactions du monde entier auraient été différentes. On aurait dit que justement, ce sont des dictatures africaines. Oui, c'est vrai. Mais là, dans cette histoire, et puisqu'effectivement, il s'agit également de la première puissance mondiale, il y a également une façon de se montrer prudent pour ne pas frustrer cette puissance en question. D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui nous recevez, vous êtes bien sûr dans l'élan
vous êtes sur l'élan africain, vous suivez l'émission Regard sur l'Afrique. Eh bien, nous abordons euh, les polémiques tout autour de la Coupe du Monde, surtout pour ce qui concerne les pays africains. Alors, cher ami Alice, nous l'avons dit au début, la fouille au corps de l'équipe sénégalaise sur le tarmac. Après tout, la Fédération sénégalaise de football a sorti un communiqué comme quoi les procédures se sont passées normalement. Ils ont quitté leur hôtel et directement se sont retrouvés sur le tarmac, raison pour laquelle nous avons tous vu cette vidéo qui a circulé lorsqu'on les fouillait sur le tarmac. Moi, j'ai envie de demander, est-ce une manière de faire ou bien c'est spécialement pour cette équipe sénégalaise que qu'on a voulu le faire ainsi. Voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui expliquerait réellement cet état de fait, de venir contrôler, voilà, quelqu'un ou bien toute une équipe, hein, j'ai envie de dire toute une nation, parce que avant que ces équipes ne quittent leur pays, on leur remet le drapeau, c'est-à-dire qu'ils représentent le pays, ils sont les ambassadeurs de leur pays aux États-Unis. Bon, est-ce normal de faire cet état de ce genre, de poser ce genre d'acte vis-à-vis d'une équipe nationale ou simplement vis-à-vis d'une personnalité, les fouiller, bien les contrôler sur le tarmac, ne pas passer par les procédures normales à travers voilà, les circuits normaux. Bon, la Fédération nationale de football du Sénégal a sorti son communiqué peut-être pour ne pas mettre l'huile sur le feu, mais les réactions du public avaient été vives et c'est normal. Puisque ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi il y a ces fouilles musclées d'une équipe nationale envoyée de façon officielle et participer à la Coupe du monde de football. Il y a des officiels, il y a des joueurs, il y a des encadreurs, des encadrants. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle est fouillée comme si c'était des malfaiteurs? Pourquoi les gens ont réagi justement avec émotion? C'est que il arrive souvent dans des pays occidentaux que quand les Africains arrivent sur leur sol, ils soient considérés comme présumés coupables, ou présumés criminels. Ils disent, ces gens-là viennent chez nous, ils ne vont pas rentrer ou ils ont des trafics de drogue et tout ça. Mais pourquoi justement vous le faites pour le Sénégal et vous ne le faites pas pour l'équipe française de football ou l'équipe belge de football? Pourquoi vous Justement. ne le faites pas pour le Brésil? Si vous le faites pour le Sénégal, qui est une équipe composée exclusivement par des gens de couleur noire, les gens quand même ne sont pas bêtes. Ils voient à quoi ça ressemble. Et quand j'ai vu justement ces deux incidents, ça veut dire la fouille musclée de l'équipe sénégalaise de football, mais également cet arbitre somalien qui a été refoulé, ça m'a rappelé de tristes événements dans l'histoire. Vous savez, je disais que Monsieur Omar Altan a été refoulé non pas parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, mais parce que tout simplement il était ressortissant somalien et que la Somalie se trouve sur la liste établie par les États-Unis, comme quoi ces ressortissants ne devaient pas entrer sur leur sol. Je dis que ça nous rappelle de tristes événements dans l'histoire. On nous apprend, par exemple, qu'en 1936, il y a eu les Jeux olympiques en Allemagne. Il y a un coureur qui avait remporté la médaille noire, la médaille d'or, pardon. Et puis le chancelier allemand d'alors, Adolf Hitler, a refusé de lui serrer la main parce qu'il était noir. C'est resté dans les annales de l'histoire. Nous, on n'était pas nés à cette époque. On nous l'apprend dans les livres de l'histoire. Il a refusé de serrer la main. Il a serré la main à tout le monde,
sauf à cet homme qui était de couleur noire. Et c'est resté. Et les gens qui écrivent, les historiens qui rapportent cela, justement, ils insistent sur le fait que Hitler était quelqu'un de raciste. Alors, quand on assiste à de tels événements maintenant, au XXIe siècle, ça veut dire 90 ans après ce qu'a fait le geste d'Hitler, ça nous rappelle de ces événements-là. Ça veut dire que pratiquement dans la tête, dans les esprits de certains, rien n'a changé. Il y a une discrimination qui est inscrite, inscrite au fronton même de leurs principes républicains. Vous refusez à quelqu'un qui a été invité de façon officielle et qui est un acteur de la compétition internationale, vous lui refusez l'accès à votre territoire. Vous choisissez parmi d'autres équipes qui viennent quand même, et puis des spectateurs, des gens qui viennent pour assister. Vous laissez tout le monde passer, mais vous choisissez une équipe, une seule. Vous procédez systématiquement à ces fouilles quand même musclées, comme si vous aviez quelque chose à reprocher aux membres de cette équipe. C'est suspect. C'est suspect, c'est pour cela justement qu'il y avait eu ces réactions du public et surtout du public sénégalais. Même si la fédération sénégalaise a voulu rassurer, mais personne n'a été convaincu. D'accord. Alors, merci beaucoup, cher ami, d'avoir accepté, n'est-ce pas, jouer le jeu du débat concernant ce sujet de football qui se veut non seulement footballistique, mais également politique. Alors, au vu de tout ce de tout ce qui a été dit, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que vous avez le sentiment hein, qu'on a tout dit concernant ce sujet-là de façon générale? Euh, Ce que je veux dire peut-être, c'est revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois concernant les violences xénophobes en Afrique du Sud, Oui. puisque l'Afrique du Sud, justement, jouait son premier match au Mexique contre le Mexique, justement, et l'Afrique du Sud a perdu. Et justement, suite à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ces violences xénophobes, j'ai vu les gens, les Africains, se réjouir de la défaite de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, et ça m'a quand même Et un peu, ça m'a un peu attristé tout de même. On devrait se serrer les coudes en tant qu'Africains, supporter l'équipe d'Afrique du Sud, puisque c'est sur le continent africain. Bien sûr, on peut supporter d'autres équipes euh, également, mais se réjouir de la défaite d'une équipe, j'ai trouvé cela quand même un peu malheureux. Bien sûr, ce qui s'est passé en Afrique du Sud ces derniers temps est condamnable. On a développé le sujet la dernière fois, mais je ouais, pense qu'il ne faut pas lier le sport à ces événements politiques ou de société. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que malgré à ce qui peut nous opposer sur le continent africain, nous savons que certains pays occidentaux ou certains occidentaux mettent tous les ressortissants des pays africains dans un même panier, d'ailleurs sans distinction de couleur ou de peau, puisqu'il y a des Nord-Africains qui sont un peu de couleur blanche, les Maghrébins, les subsahariens sont des Noirs évidemment, mais certains Occidentaux nous mettent tous dans un même panier. Alors, tant que on n'aura pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas gagner cette victoire. Au contre, je sais qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui comprennent.
qui sont pour l'égalité, Oui. mais il y en a d'autres, effectivement, et parmi eux, les décideurs qui prennent les Africains comme des sous-hommes. Et tant que justement, on n'aura pas vaincu ce combat, de dire à tout le monde, des Africains sont des hommes de même droit, de même valeur que les Européens, que les Américains, que les Asiatiques, tant qu'on n'aura pas gagné ce combat-là, je pense qu'on a intérêt à être solidaire. Voilà, quels que soient les événements, et c'est pour cela justement que j'ai déploré cette, cette façon de faire, de se réjouir de la défaite de l'équipe d'Afrique et d'Afrique et du Sud de football. Et c'est dommage pour nous, hein, Africains. Forcément que certains ne seront pas d'accord avec vous euh, par rapport à votre position, mais c'est ça aussi l'objectif, sur le but de débat. Alors, le débat peut se poursuivre, n'est-ce pas, chez vous à la maison, chers internautes, hein, vous qui nous suivez, chers spectateurs, mesdames, messieurs. Alors, nous allons quitter le sujet d'un sujet footballistique. Nous allons atterrir, n'est-ce pas, au Nigeria. Nous allons complètement changer de registre. Nous n'allons plus parler de football, mais nous allons parler de l'homosexualité, pour ne pas dire de la justice. Eh bien, les autorités nigériennes ont promulgué un nouveau code pénal qui criminalise désormais les relations entre personnes de même sexe. Le texte prévoit des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans, assorties d'amendes pour les personnes reconnues coupables de tels actes. Alors, tout de suite, j'ai envie de demander pour vous, est-ce que cette mesure répond-elle à une demande réelle de la population ou c'est une volonté politique? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour justifier cette mesure, les autorités nous parlent de, voilà, que ça ne cadre pas avec la culture, hein, du pays. Est-ce une volonté politique ou c'est une demande réelle venant de la population? C'est forcément politique. J'ai pas vu au Niger des gens qui manifestaient contre l'homosexualité, comme ça s'est vu ailleurs. J'ai vu des manifestations au Sénégal avant qu'une loi similaire soit votée et promulguée d'ailleurs. J'ai vu des manifestations comme cela au Nigeria, en Ouganda, au Ghana. Mais au Niger, il n'y a pas eu de descente dans les rues condamnant les actes homosexuels. Donc, c'est tout simplement un acte politique. Et là, justement, c'est le Niger. C'est l'un des trois pays qui composent l'Alliance des États du Sahel. Ce sont des pays qui militent farouchement contre leur souveraineté. Et je pense que justement, cette mesure fait partie des armes qui sont mises à la disposition justement du gouvernement pour montrer leurs différences avec ceux qu'ils qualifient d'impérialistes, ça veut dire et les pays occidentaux, notamment les pays européens et les pays de l'Amérique du Nord. Parce que, selon les dires des militants anti-LGBT, comme on dit, c'est que les actes homosexuels ne sont pas de notre culture. Je parle nous comme Africains, parce que ce sont des cultures venues d'ailleurs, importées. L'homosexualité n'est pas africaine, disaient certains, je ne sais pas. Mais je sais tout de même que même avant l'arrivée des colonisateurs occidentaux, peut-être que les actes homosexuels existaient. Mais ce qui est fustigé justement en prenant de telles mesures, en votant de telles lois, c'est que en Occident, surtout dans certains pays, ils veulent prendre cela comme normal. Et c'est pour cela Ouais. que d'aucuns vous diront, lorsqu'on se met ensemble, hommes et femmes,
Le premier objectif, c'est de procréer. Si un homme se met avec un homme, c'est dans quel objectif? Si une femme se met avec une femme, c'est dans quel objectif? Donc, ça veut dire que pour se mettre en couple, il faut avoir un objectif naturel. C'est un avis, hein, un argument. Peut-être que je ne vais pas juger, ni soutenir, ni réfuter, mais c'est ce que les gens disent. Et donc, vous me posez la question de savoir si ça résulte d'une volonté populaire. Non, je ne crois pas au Niger. C'est tout simplement un acte politique pour montrer la différence entre ce pays et la politique est pratiquée dans certains pays occidentaux. Vous savez d'ailleurs que en Occident, certains pays sont allés plus loin en légalisant des mariages homosexuels. Et donc, pour s'écarter de ce chemin-là, pour montrer la différence avec des pays qui ont pris cette voie-là, justement, il faut lutter fortement contre ces actes homosexuels. Et c'est pas seulement le Niger, justement. Je citais tout à l'heure le Sénégal, le Niger, le Nigeria, le Ghana, il y a l'Ouganda également, il y a d'autres pays. Oui. Ça veut dire que la plupart des pays africains maintenant adoptent de telles lois pour d'abord lutter contre ce qu'ils qualifient d'actes contre nature, mais également pour montrer leur différence avec la culture occidentale. Alors justement, pour montrer leur différence par rapport à la culture occidentale, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de volonté manifeste de la part de la population concernant voilà, ce sujet. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, cette loi pénale, peut-on dire que elle influence ou bien elle influencerait les comportements et les orientations sexuelles? Ce que je veux dire, est-ce qu'une telle loi peut-elle véritablement influencer les comportements et les orientations sexuelles en prenant de cette loi, par exemple? Est-ce que c'est l'intention derrière ou voilà, c'est une volonté manifeste de, comment dire, une volonté manifeste de ne pas véritablement ressembler ou bien accepter ce que l'Occident, entre griffes, nous propose? Bon, la question est de savoir si l'adoption, si une telle loi Peut euh, influencer les comportements et les orientations sexuelles de la population, bien évidemment. je ne crois pas. Est-ce que cette loi, il faudrait qu'on voit déjà dans les pays qui ont adopté de telles lois, de telles législations avant le Niger, si la loi est respectée. Normalement, quand on vote une loi, c'est pour qu'elle soit respectée. Mais Oui, comme je disais tout à l'heure, justement, c'est de la politique. C'est pour montrer aux pays occidentaux qu'il y a une différence entre leurs croyances et les croyances africaines. Mais sur le plan des croyances, sur le plan pratique, justement, d'abord, il faudrait mettre en place des mécanismes visant à surveiller les pratiques de la population, ce qui est très compliqué. Vous pouvez avoir des gendarmes, des policiers pour contrôler le trafic routier, pour lutter contre d'autres infractions, mais il faut savoir que justement que les actes homosexuels, ce sont des actes qui ressortent de l'intimité. Ça ne se fait pas au grand jour, comme d'autres actes sexuels, et ça se fait en intimité. oui, Comment on va savoir si Prudence et Anissé ont eu des relations homosexuelles entre hommes? exactement. Est-ce que quand on va nous voir dans la rue, en nous rendant quelque part, on va dire, puisque ce sont des hommes, ils sont forcément homosexuels. Ça demande qu'on C'est soit c'est la dénoncé. grande question, Hein. dans l'inquiétude. Ça demande qu'on soit dénoncé. Or, justement,
Socialement, il est très difficile de dénoncer quelqu'un qui ne vous a rien fait. Ouais, Peut-être que si vous avez d'autres soucis entre vous, si vos relations justement sont conflictuelles, quand vous le soupçonnez de pratiquer de tels actes, vous allez le dénoncer aux autorités. Mais ouais, normalement, dans la vie courante, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, il vous sera très difficile de savoir si quelqu'un a eu des relations homosexuelles. Peut-être ce contre quoi les autorités veulent lutter, c'est d'afficher ces pratiques comme ça se fait en Occident. Vous savez, il y a des ouais. défilés des lesbiennes et des homosexuels de tout genre, et surtout dans les pays européens, on le voit. Et peut-être que justement que les pays africains qui adoptent de telles législations ne veulent pas que cela soit le cas en Afrique. Puisque justement, il y a une loi qui réprime l'homosexualité. Personne n'osera s'afficher en public comme étant quelqu'un qui pratique de tels actes. Mais sinon, s'il ne le fait pas en public, s'il le fait en privé, il sera très difficile de le démasquer ou de le traduire devant la loi. Et je pense d'ailleurs que même si il était dénoncé, lui, il viendrait, il nie. Comment est-ce que vous allez le prouver? C'est compliqué alors, c'est compliqué de mettre en acte justement cette loi qui a été votée. Je pense tout simplement que c'est pour des raisons politiques, pour dissuader ceux qui voulaient le faire, mais surtout Ouais, ceux qui voudraient s'afficher en public. Et notamment Voilà. pour dissuader peut-être certains militants qui seraient tentés de réclamer la mise en place, disons, du mariage homosexuel comme c'est le cas dans certains pays occidentaux. C'est surtout pour ça. Pour moi, justement, je peux me tromper, mais pour moi, c'est surtout l'objectif visé, c'est de dire à la population, attention, même si nous savons que certains d'entre vous le font, mais ne l'affichez pas en public, et sinon, euh, vous aurez affaire à la justice. voilà. Peut-être une dernière question pour terminer, c'est de savoir, au vu de ce que vous avez dit, cela ne, voilà, parlant des dénonciations, bien sûr, est-ce que la prise hein, de cette décision ne va pas impacter, n'est-ce pas, la cohésion sociale? Bon, unanimement, je pense que les Africains ne sont pas pour l'homosexualité. Même, je le sais, il y a des gens qui le font, mais les gens qui le font sont plus ou moins marginalisés dans tous les pays africains. Ce sont des gens qui, qui sont marginalisés, qui sont pointés du doigt partout où ils passent, qui le font. Et donc, je crois que cela ne va rien changer. La majorité des gens sont des gens qui sont contre l'homosexualité et ceux qui le font, même s'ils sont tolérés, mais ils ne vont pas constituer un bloc qui serait contre la majorité nationale sur cette question de société. D'accord. Alors, nous sommes arrivés, voilà, à la fin de notre échange de ce jour, hein, si vous voulez, de ce soir. Alors, euh, si vous avez un mot hein, en guise de conclusion, hein, ce serait quoi? Euh, Surtout restant dans ce cadre hein, de la décision de l'homosexualité, hein, cette décision prise par le Niger. Un mot de conclusion, ou bien un mot de la fin, ce serait quoi? Alors, je crois que dans tous les cas, les mœurs évoluent. Il y a beaucoup de gens, peut-être surtout ceux qui ont vécu en Occident, Ouais, et qui sont tentés d'afficher leur orientation sexuelle. Et ce sont ces gens-là, justement, que les autorités veulent dissuader de montrer ce qu'ils font en public. Mais il y a également le droit international ouais. qui dit que l'orientation sexuelle est un droit. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Ça veut dire, vous savez, par exemple, lorsque l'Ouganda a adopté la loi anti-LGBT, la Banque mondiale a dit qu'elle allait arrêter les aides qu'elle accordait à l'Ouganda, même si le pays a résisté. Et d'autres pays, d'ailleurs, ont également menacé de couper les aides publiques à ce pays. Et donc, il y a le respect du droit international, il y a le respect de la culture et surtout la résistance contre ces façons, même si on sait justement, comme je le disais tout à l'heure, que l'homosexualité se pratiquait en Afrique même avant l'arrivée des Européens. Mais ce qui est visé, c'est que ceux qui le font ne s'affichent pas au grand public. Et donc, il y a cette façon de voir. D'abord, sur le plan de la loi, on adopte une loi qui est contre le droit international, ça veut dire les conventions, et surtout signées par les mêmes pays qui adoptent de telles lois. Est-ce que ce sont des lois qui ne respectent pas les conventions ou tout simplement, il s'agit de voir comment concilier les deux? La culture nationale, la résistance contre les cultures venues d'ailleurs, et puis essayer également de respecter les textes internationaux que des fois nos pays ont signés et qui sont en pratique. Donc, c'est deux visions qu'il faudrait voir comment concilier. Merci beaucoup. Deux visions qu'il faut voir comment concilier. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons clôturer le regard sur l'Afrique de ce jour. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis sur l'élan africain. Merci de toujours nous soutenir à travers vos likes et vos partages, hein. Et nous surtout, n'oubliez pas à commenter, à nous dire, à faire le débat avec nous en commentaire. Alors, pour terminer, hein, chers confrères, c'est la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous êtes footeux ou pas, mais quelles équipes africaines vous supportez ou c'est quoi votre équipe de cœur pour cette Coupe du Monde? Le Sénégal. Mais Le j'espère que le Sénégal. Sénégal ira loin dans cette Coupe du Monde. Et puis, mais tout de même que le meilleur gagne. Allez, on l'espère Ouais. vivement pour le Je Sénégal. respecte le sport, j'aime bien le sport de façon générale. Et D'accord, tant que ça a suivi les règles, celui qui gagne, je suis d'accord avec. Et puis, fair play. parfait. Mm. Parfait. Alors, c'est bien ça, le Sénégal, votre équipe de cœur. Eh bien, on souhaite bonne chance, hein, au Sénégal et à toutes les équipes africaines qui participent à cette compétition. Notre souhait, hein, c'est de voir une équipe africaine soulever ce trophée. On le souhaite vivement. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Merci beaucoup, cher ami Anissé, et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Prudence. Excellent week-end à tous et à toutes.